Pas de changement de cap. Le travail gouvernemental s'inscrit dans la continuité. Ces propos sont du Premier ministre par intérim dans un entretien spécial accordé à l'ERTM. Le colonel Abdoulaye Maïga rassure sur la volonté des autorités de la transition à mener le bateau Mali à bon port. Nous écouterons cet entretien dans ce journal. Le programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises maliennes est lancé, financé par le Royaume des Pays-Bas. Une trentaine d'entreprises maliennes en sera bénéficiaire afin d'accroître leur rendement et créer plus d'emplois. Avec Seydou Fomba, nous allons parler du parcours de la défunte reine d'Angleterre, Elisabeth II, à l'annonce de son décès. Au-delà du Royaume-Uni et même de l'Europe, les continents se sont sentis concernés. Le personnage a réellement marqué des générations. À suivre donc au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 9 septembre. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria est au Mali, porteur des messages de son président Mahamadou Buhari à son homologue malien. Il a été reçu en audience à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À sa sortie, le diplomate s'exprime au micro de Mamadou Fomba. J'ai apporté des messages de la part du président Mohamedou Buhari et d'abord il a envoyé ses meilleures salutations au président de la transition et en plus il a indiqué ses meilleurs souhaits pour la paix et le développement de Mali et pour soutenir le processus de stabilisation de Mali et la solidarité du Nigeria dans ce processus, dans le cadre de CEDEAO, et exprimer aussi sa satisfaction avec le progrès en cours. Et il a aussi noté la détention de quelques soldats ivoiriens dans le pays et essayer aussi de voir comment il peut faciliter que la paix règne entre les deux pays, le Mali et le Nigeria, le même défi terroriste et il y a cette coopération dans les cadres de ces deux organisations, CEDEAO et l'Union africaine. Voilà, le diplomate s'exprimait au micro de Mamadou Fané. Et il faut ajouter que pour sa part, le président de la transition a salué l'implication personnelle du président Buhari pour le retour à la normale entre le Mali et la CEDEAO. Le chef de l'État a ensuite précisé qu'il était judicieux de trouver une solution durable à la question des soldats ivoiriens. Le président Goïta a par ailleurs fait comprendre qu'au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats compte tenu de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Malheureusement, selon le président de la transition, ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien exclusif accordé à l'ERTM par le Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga rassure qu'il n'y aura pas de changement de cap. Le travail gouvernemental pendant la période intérimaire s'inscrit dans la continuité avec la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement présenté par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga devant le Conseil national de transition. Le colonel Abdoulaye Maïga est interrogé par Yaya Konati. Je voudrais ici rappeler et rassurer notre opinion que la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental demeure la seule boussole du gouvernement, en particulier durant cette période d'intérim. Donc en fait, les objectifs ne changeront pas. Pour plus de précision, nous avons un plan d'action gouvernemental
qui a été présenté par le Premier ministre, le Dr Choguel Kokalamaïga, devant le Conseil national de transition, validé par notre organe législatif. À titre de rappel, ce plan d'action gouvernemental a été élaboré à partir de la lettre de cadrage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et ce PAG comporte, à titre de rappel, toujours 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dedans, nous avons 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. En tout cas, jusqu'à présent, je voudrais encore une fois rassurer notre opinion que notre volonté dans la mise en œuvre de ce PAG demeure intacte et nous le ferons de manière très acharnée, bien entendu avec beaucoup de conviction. On a donc compris que votre action s'inscrit dans la continuité. Votre arrivée à la primature a été saluée par beaucoup d'acteurs politiques qui louent notamment votre sens du dialogue et vos qualités de rassembleur. Rassembler les Maliens, on le sait, ce n'est pas la tâche la plus facile par les temps qui courent. Le président de la transition a toujours prôné l'inclusivité. Quelle est sa vision de cette inclusivité et quelle est votre recette en la matière? Je pense que le premier principe de cette inclusivité, c'est la transparence et la sincérité. Il est très important de mettre tous les sujets, même les sujets les plus fâcheux, sur la table. En tout cas, l'instruction que nous avons reçue de la part de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, c'est d'atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés dans le plan d'action gouvernemental en réunissant les fils et les filles du Mali. Compte tenu de cette recherche, qui est un principe constant, l'inclusivité et la recherche du consensus, le gouvernement a la double obligation de continuer à rassurer ceux qui ont fait confiance, en tout cas ceux qui croient et ceux qui sont convaincus par la démarche de la transition. Et nous devrons mériter cette confiance en posant des actes très concrets qui s'inscrivent justement dans la refondation du Mali. En revanche, nous savons, en tout cas c'est notre point de vue, qu'il n'y a pas d'opposant à la transition. Nous avons des compatriotes qui doutent, qui ont des interrogations. Nous avons besoin de les rassurer. Nous avons également besoin de l'accompagnement de nombreux Maliens qui sont convaincus par la marche et par les objectifs de la transition. À suivre à 21h en intégralité cet entretien. Et je vous signale que de hautes personnalités civiles et militaires sont pénalement poursuivies par la Cour suprême. Et sur la question des informations contradictoires attribuées au procureur général de la Cour suprême circulent sur les réseaux sociaux. Le procureur général de la Cour suprême apporte un démenti au communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par des individus qui veulent nuire au travail de la justice. Il est aussi revenu sur les mandats d'arrêt internationaux lancés contre certaines personnes poursuivies. Pour plus de précisions, nous allons l'écouter probablement au cours de ce journal. Mamoudou Timbo, procureur général de la Cour suprême, il sera au micro de Nouhoum Sissoko. Environ 30 entreprises maliennes renforcées pour les 2 prochaines années. Elles devront pouvoir accroître leur rendement et créer plus d'emplois à la fin de leur formation. Le Royaume des Pays-Bas vient de financer un projet dont elles sont la cible. Il s'agit du programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises maliennes. Il a été lancé en présence de Salimata Dao et de Aboubakar Traoré. Tous jeunes, ces entrepreneurs, une centaine dont 40% de femmes, seront suivis pendant 27 mois par des mentors. Le secret d'une entreprise réussie leur sera enseigné. Le programme d'accompagnement à la croissance des petites et moyennes entreprises maliennes, PAC-PME, sera réalisé sur financement du Royaume des Pays-Bas. PAC-PME, en tant que projet spécialisé, aide ces jeunes entrepreneurs à se développer davantage, à mieux établir leurs entreprises et à devenir des employeurs. Il sert alors comme accélérateur pour ces entreprises ciblées. Les entrepreneurs sélectionnés sont déjà passés par le processus de financement et de mentorat du programme, FACE et EPES, et ont donc fait un grand pas en avant dans le développement de leur entreprise. PAC-PME les soutiendra
davantage dans la croissance et la professionnalisation de leur entreprise et les aidera à trouver des financements supplémentaires. Le parrain de cette première phase du programme, Moussadek Bali, un opérateur du secteur hôtelier qui fait parler du Mali partout dans le monde, conseille aux jeunes d'être patients et à l'écoute des plus expérimentés pour atteindre leur objectif. C'est un parcours qui est sur du long terme. Nous sommes à peu près 22 millions aujourd'hui. Dans moins de 30 ans, nous serons plus de 40 millions. Et il va falloir trouver des emplois à tous ces jeunes qui vont venir chaque année 100, 200 000 sur le marché de l'emploi. Et c'est vos parcours entrepreneurial qui va créer ces jobs-là. Le programme lancé par le ministre en charge de l'entrepreneuriat national vise à augmenter le chiffre d'affaires des entreprises bénéficiaires avec une moyenne de 25%. La finalité est d'offrir une opportunité d'engagement des organisations, des investisseurs, bailleurs de fonds et d'autres acteurs à développer des synergies pour améliorer l'environnement des affaires pour les jeunes entrepreneurs, pour leur croissance et développement. Ce programme est en parfaite adéquation avec la politique d'emploi et d'amélioration des conditions d'employabilité des jeunes du Mali. Au bout du coaching, les jeunes entrepreneurs obtiendront des attestations avec des possibilités de mise en contact avec des investisseurs. Merci bien. Un autre lancement, toujours au profit de l'entrepreneuriat malien. Il s'agit de la formation-insertion en transformation agroalimentaire au profit des femmes vulnérables. Organisée par l'Agence nationale pour l'emploi, l'initiative vise à réduire le chômage. Saloum Konaté nous en parle. Le problème d'emploi demeure le souci auquel chaque nation est confrontée, quel que soit son niveau de développement. La présente signature de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali vient atténuer cette problématique. Une cérémonie couplée avec le lancement officiel de la formation de 20 femmes en technique de transformation des céréales. Cette convention résulte d'une synergie d'action et de mutualisation des ressources pour la promotion de l'emploi à travers le développement des entreprises artisanales et de la formation professionnelle. Permettez-moi de rappeler quelques résultats obtenus de notre collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à travers ses services techniques, la création et le développement de la formation professionnelle de type DIAL pour les apprentis, la formation continue des maîtres artisans, le placement et l'accompagnement des jeunes non scolarisés, faiblement scolarisés en stage de perfectionnement technique ou de reconversion auprès de nos entreprises artisanales. Ce projet est le fruit du partenariat entre l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali et l'ANPE. L'ANPE, en organisant ce lancement couplé à la signature d'une convention entre la PCM et elle-même, partage les préoccupations qui rentrent dans nos missions d'appui à la formation qualifiante et à l'émergence d'activités source d'emploi et de revenus au bénéfice des couches vulnérables, notamment les femmes veuves. Pour les ministres de la Culture, la dite convention va être un levier important d'atteinte de résultats et de lutte contre le sous-emploi des artisans. Les femmes du Mali sont pétries d'ingéniosité, mais parfois les moyens leur ont fait défaut. Des formations comme celle-ci vont leur permettre d'accroître leurs capacités et par conséquent de relever leur niveau de compétitivité tant au plan sous-régional, régional que mondial. Les ministres ont invité les bénéficiaires à plus de disponibilité, de courage, d'engagement et de rigueur. La cérémonie prend fin par la présentation de quelques produits agroalimentaires aux hôtes du jour. L'association Démocratie 101 lance le projet Promotion de la démocratie et la gouvernance à travers la participation active des jeunes femmes au processus de transition. Financé par le Canada, il a pour but de contribuer à une transition réussie, apaisée et à l'amélioration de l'engagement citoyen et civique des jeunes dans la gestion de leur communauté. Il vise aussi à assurer une participation inclusive des différentes couches sociales pour une démocratie renforcée. On retrouve Mamadou Fallé.
La promotion de la démocratie passe par la participation de toutes les couches de la société. Les jeunes et les femmes sont les piliers de cette démocratie et de la bonne gouvernance. D'où le lancement du projet intitulé « Promotion de la démocratie et de la gouvernance » à travers la participation active des jeunes et des femmes au processus de la transition. Le consortium Démocratie 101 et le regroupement des jeunes des droits de l'homme et la gouvernance souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est de renforcer les jeunes et les femmes dans le cadre de la promotion, mais aussi de leur représentativité dans les instances de prise de décision. L'association Démocratie 101 entend, à travers ce projet, contribuer de façon significative à une démocratie apaisée et réussie et améliorer l'engagement citoyen et civique des jeunes et des femmes. L'ambassade du Canada est fière de vous accompagner sur ce projet qui se propose de contribuer à la résolution du problème de la marginalisation des couches défavorisées, notamment les femmes et les jeunes, dans les instances des prises de décision. Le projet s'inscrit parfaitement dans les priorités dégagées par les autorités de la transition et cela me réjouit particulièrement. Et je sais que le projet, à travers ses activités, va certainement contribuer à la réussite de tous les enjeux que la transition s'est fixée. Au terme de ce projet de 5 mois, un vivier de 40 jeunes et femmes assureront le monitoring pour le renforcement de la démocratie à travers une rencontre mensuelle dénommée The Party. Une rencontre qui va mettre l'accent sur la société civile et les partis politiques. 1200 médiateurs électoraux bien formés pour relever le taux de participation lors des futures élections au Mali. L'Association pour le relèvement du taux de participation mène la réflexion à travers une session de formation à Bamako, formation qui doit permettre aux participants de maîtriser les notions de gestion des conflits électoraux et avoir une bonne connaissance de la nouvelle loi électorale. Batraoré, compte rendu. L'Association pour le relèvement du taux de participation aux élections AMRTP est déjà à pied d'œuvre pour des élections paisibles et apaisées au Mali. Elle entame le renforcement des capacités de 1200 médiateurs électoraux. La notion de prévention et de gestion des conflits, l'attitude à adopter pour créer un climat de confiance entre les acteurs politiques sont entre autres sujets qui seront développés au cours de cette session. Le médiateur électoral est un concept nouveau au Mali. C'est une personne physique qui apporte un apaisement juridique et réel et partagé, un dénouement heureux consensuel avant, pendant et après les élections. Il doit être désormais partie intégrante du processus de paix et de réconciliation nationale, servir de véritable catalyseur pour la paix. Le PNUD fait partie des partenaires techniques et financiers de cette activité à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali PAREM 2021-2023. Le lancement donc de la formation de 1200 médiateurs électoraux offre l'occasion d'engager les organisations de la société civile malienne dans la prévention et l'atténuation des violences liées aux élections dans le cadre du cycle électoral en cours. L'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections ne cesse de nous surprendre avec ses initiatives dans tous les domaines qui n'ont autre but que de renforcer la démocratie malienne et la cohésion sociale. Les 1200 médiateurs électoraux seront déployés dans 26 localités du Mali lors des prochains scrutins selon le président de la MRTP. Et je vous propose d'écouter Amadou Keïta. Il est le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation. Il va nous parler des résultats des examens du CAP BT1 et de sortie cet après-midi. Abdul Karim Kaba l'a approché. On l'écoute. Si nous prenons le CAP, on peut dire qu'il y a une légère hausse. Parce que cette année, au CAP, nous avons fait un taux de 44,93%. Alors que l'année dernière, le taux tournait autour de 42%. Mais par rapport au BT, il y a une baisse. Cette année, au BT1, nous avons un taux de 25,94%, alors que l'année dernière, nous étions à 27,27%. Au BT2, cette année, nous sommes à un taux de 72,21%, alors que l'année dernière, nous étions à un taux
d'un peu plus de 117%. Ces résultats sont le reflet du niveau réel des enfants. Parce que les examens se sont déroulés dans les conditions normales et l'année scolaire aussi s'est déroulée dans les conditions normales. Tout le monde a pu le constater cette année, le format des examens a changé. Il a changé en ce sens que nous avons voulu mettre plus de rigueur dans le respect des consignes qui sont édictées et par la police de surveillance et par le règlement des examens. Nous avons vu aussi un comportement très appréciable de nos collègues enseignants qui avaient la charge de surveiller ces examens-là. Nous avons vu aussi que cette année, nous avons pu sécuriser les sujets jusqu'à la fin de tout le processus. C'est un sentiment d'abord de remerciement pour tous les partenaires de l'école qui ont accompagné le ministère de l'Éducation nationale pendant ces périodes assez tendues, il faut le reconnaître, parce que ce n'était pas donné d'avance. Et avec INABA, voyons la deuxième session extraordinaire du comité de pilotage du projet Brigade Verte pour l'emploi. Au cours de cette deuxième session extraordinaire, les membres du comité de pilotage vont examiner et valider les documents relatifs au projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement, un projet multidimensionnel qui combine des activités de restauration des terres dégradées avec des actions de promotion d'emplois décents et de reboisement, notamment la culture de la gomme arabique. Le projet Brigade Verte a pour objectif global de contribuer au renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires dans les zones affectées par la désertification et la dégradation des terres à travers la gestion durable des ressources naturelles. Cette composition variée est une grande richesse qui permet au projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement de mener à terme ses activités avec une vision globale et transversale basée sur le développement des activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit des populations. Le projet Brigade Verte pour l'emploi et l'environnement a bénéficié d'un financement de l'ambassade d'Italie à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Depuis son lancement en mars 2021, le projet a enregistré des avancées concrètes. L'identification de 2 sites pilotes et la mise en place d'une coopérative par site, la réalisation de 5 forages équipés à Caille, l'acquisition de matériel logistique, la réalisation en cours de finalisation des travaux d'aménagement des sites pilotes de Caille, la réalisation en cours de finalisation des études de faisabilité et de conception des sites de Nioro, le démarrage des études d'identification des sites et des types d'intervention dans les 23 autres sites des régions de Caille et de Nioro. À noter que ce projet est né de la volonté des plus hautes autorités du pays pour lutter contre la pauvreté. Il est mis en œuvre dans la région de Caille et de Nioro. Nous allons parler à présent du parcours de la défunte reine d'Angleterre, Elisabeth II. À l'annonce de son décès, au-delà du Royaume-Uni et même de l'Europe, les continents se sont sentis concernés. Le personnage a réellement marqué des générations. Charles III va succéder à Elisabeth II, une personnalité à laquelle peu de gens pouvaient résister, nous précise Seydou Famba. L'annonce de la disparition de la reine Elisabeth II ce jeudi a provoqué une onde de tristesse qui, après avoir secoué le Royaume-Uni, même préparé depuis le matin à une telle éventualité, s'est répandue à l'échelle planétaire à une vitesse effrénée. Même les 70 années de règne n'auront donc aucunement terni son aura de souveraine bien aimée chez elle et bien respectée partout ailleurs. Après avoir accédé au trône en 1952, la reine a pris la tête du Commonwealth, un groupe d'anciens territoires de l'Empire britannique, a signalé que c'est sous son règne que bon nombre des 56 pays membres du bloc ont obtenu leur indépendance. C'était l'époque où les mouvements de décolonisation gagnaient du terrain en Afrique et en Asie. À sa mort, Elisabeth II était encore considérée comme la chef d'État de 15 royaumes, dont l'Australie, les Bahamas, le Canada, la Jamaïque. La reine Elisabeth II était bien connue en Afrique, dont on disait d'ailleurs qu'elle était une grande amie. Le Royaume-Uni a donc entamé une période de deuil assortie d'une feuille de route très détaillée. Les filles de la reine, Charles,
qui ne tardera pas à être intronisé, procédera à la finalisation des derniers détails des funérailles. Le corps d'Elisabeth II sera transporté dimanche à Holyrood House, la résidence officielle de la reine à Édimbourg. Il reviendra à Londres mardi, où il sera exposé dans la salle du trône au palais de Buckingham. Au bout d'une semaine, un hommage public lui sera rendu au palais de Westminster. Elisabeth II reposera aux côtés de son mari, le prince Philippe, décédé en avril 2021. Quant à Charles, il a été officiellement proclamé roi sous le nom de Charles III ce vendredi au palais de St. James, en présence de la première ministre Liz Truss. Merci, Seydou Fomba. 9e édition de la formation des 300 jeunes de l'Association malienne des jeunes musulmans du Mali. Elle se tient cette année dans la région de Bougouni. La formation sera axée sur l'entrepreneuriat jeune, les questions sécuritaires, alimentaires et la restauration du pardon. De Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Barayo. Échanger et évaluer sur la situation humanitaire avec les acteurs humanitaires de la région, ouverture du camp de l'Association malienne des jeunes musulmans, l'animation du panel sur la solidarité autour des réfugiés déplacés internes, enjeux et perspectives, tel est l'objectif de la visite du ministre Oumarou Diarra dans la région de Bougouni. Votre camp, je voudrais dire notre camp de jeunes, de cette année intervient dans un contexte caractérisé par de multiples défis. Défis sécuritaires, défis alimentaires, défis sanitaires et le changement climatique. Cette situation défavorable requiert de nous tous davantage d'unité et de solidarité. C'est pourquoi je salue la pertinence du thème intitulé « La jeunesse musulmane face aux défis de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale ». Au cours de cette 9e édition du camp de formation de Bougouni, 300 jeunes venus de toutes les régions du Mali seront formés en entrepreneuriat jeune. Des questions seront abordées telles que le défi sécuritaire, environnemental, alimentaire et la restauration du pardon, gage de la paix et de la cohésion sociale. À noter que le ministre Oumarou Diarra, dans son discours d'ouverture, a invité les Maliens à implorer Dieu pour la paix et la cohésion dans un Mali uni et prospère. Et nous allons rester à Bougouni, où le gouverneur de la région, le général de brigade Keba Sangaré, rencontre les chefs des services régionaux. Retrouvons nos correspondants sur place. Cette rencontre du gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade de Keba Sangaré, avec les directeurs régionaux a permis de faire le point de la situation de leurs services et poser des jalons en perspective pour le bon fonctionnement de la région de Bougouni en cette période de transition. Nous avons échangé de long à large des différentes activités, des conclusions, des difficultés, des propositions de solutions. Donc chacun il est temps d'être informé du fonctionnement de la région et même du pays en général et des difficultés que vit le pays et que chacun à son niveau a été félicité pour s'être attelé à donner de lui-même pour que les choses marchent. Au cours des échanges, des difficultés au niveau des services ont été exposées en vue de trouver des solutions idoines pour la bonne marche de l'administration. Les nouvelles régions, il y a toujours des nouveaux défis. Donc ensemble, comment aider les uns et les autres à sortir? Surtout aujourd'hui, sachant très bien que notre État traverse une période très difficile. C'est ensemble, en se concertant, que nous pouvons trouver les solutions idoines et les moyens y afférents pour y aller vite. À la fin de la rencontre, le chef de l'exécutif régional a appelé les uns et les autres à plus de sacrifices pour un Mali nouveau. Je vous le disais au début de ce journal, nous allons à présent écouter Mamoudou Timbo, procureur général de la Cour suprême. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Il revient sur la question des informations contradictoires attribuées au procureur général de la Cour suprême qui circulent sur les réseaux sociaux. Le procureur général de la Cour suprême apporte un démenti au communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par des individus qui veulent nuire au travail de la justice concernant de hautes personnalités civiles et militaires qui sont pénalement poursuivies par la Cour suprême. On l'écoute. Suite à notre communiqué numéro 2 du 6 septembre 2022, il est écrit ceci: le procureur général de la Cour suprême du Mali a l'honneur de communiquer comme ci-après. Il nous revient que des personnes
propriétaires poursuivis ou susceptibles d'être poursuivis pénalement choisissent de mettre en vente sur le marché leurs biens immobiliers, notamment dans l'espoir de les faire échapper à des saisies judiciaires. Dans un tel contexte, il nous est pleinement agréable d'attirer l'attention du public sur le risque encouru par les acquéreurs de tels biens, étant donné qu'en faire l'acquisition, en qualité d'acheteur notamment, expose très certainement ceux-ci aux mêmes poursuites pénales que les vendeurs indélicats. Il convient dès lors de faire attention aux transactions proposées par des personnes impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des poursuites pénales et de faire preuve à la fois de prudence et de vigilance. Le procureur général sait pouvoir compter sur l'esprit de bonne compréhension du public. Ça, c'est le communiqué numéro 2 qui date du 6 septembre que nous avons émis et par les canaux qui sont disponibles aujourd'hui, à savoir les canaux classiques, n'est-ce pas, et puis les réseaux sociaux. Alors, certaines personnes malveillantes ont estimé nécessaire de faire un contre-communiqué. Compte tenu de ce faux communiqué-là, d'avoir un communiqué numéro 34, procureur général Cour suprême du Mali, est daté du 8 septembre 2022. Ce communiqué n'est ni signé ni cacheté de notre part. Et pourtant, le contenu fait croire que c'est le procureur général qui est en train de se dédire, qui est revenu sur le communiqué numéro 2 pour dire qu'il s'est trompé. Alors, donc, il y a une mise au point à faire. Ce communiqué-là est à condamner. À la mesure où ce communiqué dit que c'est le procureur général de la Cour suprême qui apporte un démenti formel au sujet de ce fameux communiqué numéro 2 qui n'est ni de lui ni de son cabinet. Sur un tout autre plan, la pirogue Zémé, désormais opérationnelle, Zémé fera le tour de plusieurs localités du Mali, fruit de la collaboration association dont c'est Folor et fédération Founou, l'initiative financée par l'Union européenne. Mariam Koulibaly pour les détails. Prenant son envol à Bankoumana, la pirogue Zémé a signé son arrivée sur les berges de Badalabougou après environ 10 heures de course sur les eaux paisibles du fleuve Djoliba. Ici, c'est un joyau que nous découvrons tant par sa forme que son contenu. Zémé, Bologoldeum, après leur circoncision, le vieux qui les accompagne, qui fait la transition, ce vieux, c'est le Zémé. Et pour moi, l'artiste africain ou l'artiste malien, c'est un Zémé. On doit être les Zémés du présent en faisant venir le futur à notre société. Cette pirogue est un radeau. Qu'est-ce qu'un radeau? C'est quelque chose qui flotte et qui utilise l'énergie de l'eau pour se déplacer. On l'a voulu démontable parce qu'on souhaiterait que cette pirogue qui a été conçue et fabriquée à Bankoumana se retrouve à Gao. Aussi attrayante que solide, la pirogue Zémé garde en elle une combinaison d'efforts visant à favoriser la cohésion et le brassage culturel. Dans ce projet, on fait rencontrer des marionnettistes, une compagnie de danse, une compagnie de théâtre. La rencontre entre ces différentes disciplines, cette interdisciplinarité, ces rencontres entre femmes et hommes créatifs, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Cette tribune de partage des créateurs d'œuvres de l'esprit du Mali, une première du genre, s'inscrit dans la dynamique de la coopération culturelle que nous entretenons depuis de longues années avec l'Union européenne. La fierté est nôtre de montrer la richesse culturelle du Mali pour faire à nouveau rayonner le génie culturel malien. Après l'étape de Bamako, la pirogue magique sillonnera les régions de Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao. La durée du projet s'étend sur 4 ans.
Peut-être on va rencontrer Zémé. Et nous allons faire à présent le point Covid de ce jour, 9 septembre 2022. 119 cas positifs, 28 guéris, 0 décès, 345 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Du sport, du football, la commune 4 détentrice de la précédente Coupe RTM affronte au stade Mamadou Konaté la commune 3 en demi-finale. La commune 3 qui a été éliminée en phase de poule l'année dernière veut monter sur le podium cette année. Sur le chemin, il faut d'abord battre la commune 4 qui reste motivée malgré le faux pas de la phase de poule. Notre équipe de reportage dirigée par Mamoutou Danté a suivi des séances d'entraînement des deux équipes avant ce samedi. On regarde. Tenante du titre, l'équipe de la commune 4 reste mobilisée et motivée pour la victoire finale. Sur le terrain de El Seba, l'entraîneur Moustapha Sidibé et ses joueurs récitent les gammes devant le but. Objectif, battre la commune 3 et accéder à la grande finale. Toutes les équipes nous attendent de pied ferme. Nous sommes une équipe ambitieuse. On fera tout pour se qualifier en finale. Nous demandons aux supporters de sortir massivement pour nous supporter ce samedi. On a l'effectif qui peut remporter le match. Donc nous partons confiants, si Dieu le veut, pour aller chercher la qualification pour la finale. Un seul mot d'ordre pour la commune 3, c'est d'éliminer la commune 4, détentrice du trophée. Cela après avoir remonté les difficultés des matchs de poule. Après les difficultés des matchs de poule, nous voulons vraiment gagner cette demi-finale. Vraiment, on est très motivés, très dévoués, avec beaucoup d'envie. Vraiment, on est fin prêt pour rencontrer la commune 4. Donc on est là pour vous montrer que vraiment, nous aussi, on est prêts et on est là pour répondre à la commune 4. Commune 3, commune 4, qui d'aider se qualifiera pour la grande finale. Élément de réponse, c'est samedi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Et le RTM sera bien sûr sur place. De la pluie encore en soirée sur Bamako et environ, on le saura avec Abdoulaye Keïta qui va nous présenter les informations météorologiques à 21h. À suivre l'intégralité de l'entretien exclusif accordé à l'ERTM par le Premier ministre par intérim. Demain, 13h, Abdoulaye Sako et moi, je serai heureuse de vous retrouver à 20h pour la grande édition. Grand merci à nos téléspectateurs de Kouremali, Djidjeni et Sanso. Bonsoir.